Bonjour, donc une vidéo pour expliquer le chapitre 4 du programme de Terminal S de géologie, la disparition des reliefs. L'objectif, présenter l'ensemble des facteurs qui conduisent à la disparition et à l'effacement du relief qui caractérise une chaîne de collision. On va d'abord commencer par une comparaison entre les chaînes récentes et anciennes. Une chaîne récente, que vous connaissez bien, donc présente un fort relief de surface, une racine crustale profonde avec un mot à 40-60 km de profondeur. On trouve ici en surface beaucoup de roches sédimentaires et très peu de roches plutoniques, magmatiques, métamorphiques, qui se trouvent plutôt dans les couches profondes de cette chaîne récente. Et notez aussi l'étroitesse, la faible largeur d'une chaîne récente. Par opposition, une chaîne ancienne, comme le Massif central, présente un relief de surface très modéré. On a la disparition de la racine crustale, on retrouve un mot à 30 km, donc une épaisseur moyenne de la CC de 30 km. On voit ici par contre la largeur importante de cette chaîne ancienne et très peu de roches sédimentaires en surface, et par contre on a en surface les roches donc plutoniques, magmatiques, métamorphiques. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de différences entre les deux. À nous donc de présenter les facteurs qui nous font passer d'une chaîne récente à une chaîne ancienne, mais ces facteurs doivent donner une solution à l'ensemble, c'est-à-dire la disparition du relief de surface, mais aussi la disparition de la chaîne, de la racine crustale, la largeur importante et la présence des roches profondes en surface. Alors, pour expliquer justement cet effacement du relief, on a un premier facteur qui est l'altération physique et chimique des roches. L'altération regroupe en fait l'ensemble des processus qui conduisent d'une roche saine à une roche qui présente donc des produits de décomposition, d'altération. Ici, on part d'un granit sain qui a une forte cohésion. Ici, on voit que le granit, la cohésion diminue puisqu'on a une fracturation, une fissuration importante de ce granit sous l'effet de l'altération. Et là, on voit encore le processus d'altération plus abouti parce qu'on voit que la roche a perdu de sa cohésion. On repère ici des produits d'altération, on dirait des grains de sable ici, qui présentent peu de cohésion. Donc l'altération, sont tous les phénomènes qui vont nous faire passer d'une roche à forte cohésion à une roche qui a perdu sa cohésion et qui donc a des produits d'altération. Alors les facteurs d'altération physique, mécanique, il y en a plusieurs, on retiendra l'action du gel, l'eau. L'alternance gel-dégel donc va provoquer des fracturations, des fissures dans une roche, puisque l'eau qui gèle augmente de volume à peu près 10%, ce qui fait éclater la roche. Donc l'action ou l'alternance du gel du dégel est un facteur d'altération physique mécanique. Les glaciers aussi qui mécaniquement vont éroder, altérer, abîmer une roche et donner naissance souvent à des produits d'altération qui forment ce qu'on appelle une farine glaciaire. On peut citer les variations thermiques comme facteurs d'altération physique entre le jour et la nuit dans les déserts ou en altitude. Haute altitude, on a donc des fluctuations thermiques importantes et les minéraux d'une roche n'ont pas le même coefficient de dilatation et donc ils vont répondre différemment à ces alternances de chaud et de froid et provoquer l'altération de la roche. On peut aussi citer l'action des végétaux qui, par l'intermédiaire des racines, vont accentuer la fracturation, l'altération, la perte de cohésion de la roche. Donc voilà les principaux facteurs d'altération physique. Le deuxième facteur important, c'est l'altération, toujours dans l'altération, mais c'est l'altération chimique. On va prendre l'exemple de l'altération chimique des granites. Retenez aussi que l'altération mécanique facilite l'altération chimique, parce que comme le principal facteur d'altération chimique est l'eau, et l'altération mécanique, ici on voit l'altération physique mécanique a déjà eu lieu et on voit un granit qui est déjà fracturé, fissuré. Donc l'eau va pouvoir s'intégrer, s'insinuer au cœur de ce massif granitique et agir. Donc l'altération mécanique en fait rend plus facile l'altération chimique. L'altération chimique va donner naissance ici à un granit très altéré, on voit ici des boules de granit et un sable grossier qu'on appelle une arène granitique, et si on fait intervenir le déblaiement de cette arène par le lot de ruissellement par exemple, on a ce qu'on appelle un chaos granitique. Donc à vous d'expliquer en détail comment on passe d'un granit à un chaos granitique, sous l'effet de l'altération chimique. Donc le principal facteur d'altération chimique, on est d'accord, c'est l'eau. Ici vous avez en lumière polarisée analysée au microscope la masse d'un granit, et un granit altéré. On voit que l'eau a cette capacité de venir au cœur de la roche, au niveau des minéraux, et d'altérer les minéraux. Ici, on voit bien l'altération de la biotite, l'altération des plagioclases, des feldspaths. Il n'y a que les quartz qui ne sont pas altérés, mais les autres minéraux sont altérés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'eau est capable d'hydrolyser les minéraux. L'eau est un facteur d'hydrolyse. Pourquoi? Parce que l'eau est une molécule bipolaire, pôle plus, pôle moins, et elle a la capacité de venir agir au niveau de la maille cristalline, du réseau cristallin qui forme le minéral, comme l'albite, la biotite, des micas, et elle est capable ici d'arracher des ions à
à ce minéral, comme les ions oxygène, sodium. Du coup, on a un produit une solution de lessivage, c'est-à-dire l'eau qui va arracher ces ions et qui vont se trouver donc en dissolution dissous dans l'eau, et on a du coup une réorganisation des atomes qui forment un nouveau minéral. Alors regardons ici le résultat. Le processus d'altération donc a conduit ici à mon granit altéré. On retrouve des feldspaths altérés, on retrouve des morceaux de biotite altérés, et dans les zones justement où l'eau est venue arracher les ions, on a la fabrication de nouveaux minéraux qu'on appelle des minéraux argileux. Et puis le quartz qui n'a pas été altéré. Donc si on résume cette hydrolyse chimique que joue l'eau, on a au départ le minéral d'origine dans le granit sain, l'exemple du mica noir de la biotite. On fait agir l'eau. Et l'eau va donc arracher des ions à ce minéral d'origine, donc ce qu'on appelle la solution de lessivage, les ions en solution, et le minéral qui a été donc altéré, dont on a enlevé les ions, va se réorganiser pour donner un nouveau minéral, qui est ici un argile. Et c'est ce mélange argile plus les ions de solution qui donne ce qu'on appelle un sable grossier, les produits d'altération de ce granit qu'on appelle l'arène granitique. Cette diapositive, pour résumer ce mécanisme d'altération d'un granit, roche principale de l'ACC. N'oubliez pas, on commence par une altération mécanique, le gel, le dégel va provoquer des fracturations, des fissures, des diaclases, on appelle ça dans mon massif granitique, ce qui va permettre à l'eau de s'insinuer au cœur de mon massif, et l'eau va jouer son rôle d'altération chimique. Elle va venir au contact des minéraux arracher des ions, désorganiser les minéraux, ce qui va donner donc des ions en solution plus des nouveaux minéraux qu'on appelle l'argile, et ce qui va donner un sable grossier produit de cette altération physique et chimique qu'on appelle l'arène granitique. Si je rajoute l'eau, qui vient en fait déblayer ces produits d'altération, on obtient le chaos granitique, qu'on voit ici sur l'image, sur les côtes d'Armor. Donc on voit bien comment un massif de granit peut être altéré par l'altération physique mécanique, puis l'altération chimique, le rôle d'hydrolyse de l'eau. On peut hydrolyser évidemment d'autres roches que le granit, on a aussi l'altération chimique des calcaires, mais l'eau joue un rôle encore important. L'eau chargée en dioxyde de carbone va complètement dissoudre les carbonates de calcium pour donner naissance à des ions en solution, calcium hydrogène carbonate, et donc on va voir ce paysage qu'on appelle le paysage karstique, qui est le produit de l'altération chimique des calcaires sous l'effet de l'eau. Alors, deuxième étape dans l'effacement des reliefs, après avoir créé des produits d'altération, on a le déblaiement et le transport des produits d'altération qu'on peut qualifier d'érosion. L'érosion est l'ensemble des phénomènes qui enlèvent les débris et les particules issues de l'altération et par conséquent modifient les reliefs. On voit ici donc le relief. Les produits d'altération vont d'abord se déplacer par simple gravité. Donc c'est un des facteurs de transport ou d'érosion, de déblaiement, c'est la gravité, mais le facteur principal encore, c'est l'eau qui va pouvoir prendre, déblayer, entraîner et transporter ces produits d'altération. Alors le transport des produits d'altération peut se faire sous différentes formes. On a des particules qui sont en solution, les ions en solution par exemple, qui vont être transportés en solution. On a des petites particules qui vont rester en suspension et être transportées en suspension. Et puis pour les blocs, les produits d'altération plus gros, ces blocs vont rouler, glisser au fond des fleuves et torrents, et ce qui va expliquer qu'à la fin on ait des structures rondes qu'on appelle des galets. Donc si on résume cet effacement des reliefs, retenez que dès qu'on a du relief, on fait intervenir l'altération, à la fois mécanique, physique, chimique, que ces produits d'altération sont déblayés par la gravité, le vent et surtout l'eau, qui va aussi transporter ces produits d'altération. On peut résumer ça sur le terme d'érosion. On modifie du coup les reliefs en déblayant les produits d'altération, en les transportant. Et à la fin, n'oubliez pas que tous ces produits d'altération vont aboutir dans un bassin de sédimentation, océan-mer. Les particules sédimentaires sous l'effet de la gravité vont se déposer en strates, vont être enfouies sous différentes couches, subir un mécanisme qu'on va pas détailler, qu'on appelle la diagénèse, la transformation, et on va passer de dépôts sédimentaires en roches sédimentaires. Voilà comment on peut expliquer en partie l'effacement des reliefs. Alors si on fait intervenir que l'effacement du relief, ce que montre ce modèle de surface, avec les mécanismes précédemment cités, on ne fait pas pour autant disparaître la racine crustale, et on ne fait pas remonter des couches profondes, ici représentées en violet, des roches type Pluton, de granit diorite, gneiss, etc., vers la surface. Donc ça montre bien que l'effacement des reliefs par l'altération et l'érosion n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on va faire intervenir ce qu'on appelle le rebond isostatique. Alors le rebond isostatique, c'est tout simplement un réajustement de la lithosphère. Ici on a une maquette qui montre que là on a un équilibre, on enlève de la matière spontanément, on a une remontée vers la surface, un rééquilibrage. Et notre
chaîne de montagne va exactement faire la même chose, ce que j'illustre par ce schéma. Vous avez ici toutes les caractéristiques de la chaîne de montagne récente. On va faire intervenir ce qu'on a vu avant, l'altération, le déblaiement, l'érosion de ce relief, et du coup on va enlever de la matière. Et donc spontanément, la disparition du relief va provoquer un réajustement, un rééquilibrage, ma CC va remonter, le manteau lithosphérique va remonter aussi, et on voit ici que progressivement vous allez donc faire disparaître la chaîne de montagne, la racine crustale, par ce réajustement isostatique, et en faisant remonter la CC, vous allez mettre en surface des roches qui étaient en profondeur. Donc le rebond isostatique donne bien une solution à l'effacement des reliefs et donne justement les caractéristiques des chaînes anciennes. On appelle ça le réajustement isostatique. Alors s'il n'y a que le rebond isostatique, le réajustement isostatique et l'érosion, on fait donc disparaître la chaîne de montagne, le relief positif, on fait disparaître la racine, on met en surface des roches profondes, tout colle. Par contre, ça prend beaucoup de temps, 105 millions d'années, alors que pour faire disparaître une chaîne de montagne, on considère que 50 millions d'années suffisent. Pourquoi c'est si long? Parce que si on fait disparaître 5 mètres de relief grâce à l'altération, érosion, etc., le rebond isostatique fait remonter de 4. Donc on érode, ça remonte, donc on crée de nouveaux reliefs, donc il faut continuer de nouveau, etc. Donc c'est ce qui explique que c'est un phénomène qui est long. Et comme en fait 50 millions d'années suffisent à faire disparaître le relief, on comprend qu'il y a un dernier mécanisme qui va expliquer l'effacement des reliefs, ce sont les phénomènes tectoniques. Ici vous avez la chaîne de montagne des Alpes, et ce qui est surprenant c'est qu'au milieu des Alpes on est en distension, regardez, c'est des flèches, on a un écartement. Grenoble et Turin s'éloignent de 0,5 mm par an. Et si on regarde au niveau des failles, on s'aperçoit que dans la zone centrale des Alpes, on a des failles normales. Ce qui est un peu paradoxal puisqu'on est soi-disant dans une chaîne de collision, et qui donne naissance plutôt à des failles inverses. Donc en fait, on est obligé d'admettre qu'il y a une évolution tardive d'une chaîne de montagne. Donc ça c'est le départ, je vais tout mettre. Vous avez ici ce qu'on appelle les forces de compression, liées à la collision, la croûte continentale, mon manteau lithosphérique, la sténosphère, mais vous avez aussi à prendre en compte ce qu'on appelle les forces de volume, qui sont liées au poids de la masse et à la poussée d'Archimède qui tente à faire remonter l'ensemble. Au début, vous avez des forces de compression qui sont supérieures, quand vous êtes en train de créer la chaîne de montagne, aux forces de volume. Donc vous êtes dans un stade où vous faites un épaississement crustal, vous êtes en épaississement crustal. Si on fait évoluer le scénario, il y a un moment donné, à force de créer du relief, où les forces de volume vont compenser les forces de compression. Donc là, vous avez atteint ce qu'on appelle un épaississement crustal. Et déjà, ça c'est un peu le stade des Alpes aujourd'hui, au cœur de cette chaîne, on voit apparaître un début d'extension. Et si on continue, on va aboutir à ce dernier stade, où les forces de compression sont inférieures aux forces de volume. Pourquoi? Parce qu'en fait, le haut relief a augmenté les forces de volume. En plus de ça, la partie profonde de ma chaîne de collision est chaude, donc elle a une espèce de fluage possible, elle est tendre entre guillemets, et donc ce qui va faciliter son effondrement. Donc à un moment donné, vous avez une extension qui prédomine et votre chaîne de montagne s'étale, s'effondre sur elle-même et donne naissance, donc, et ce qui explique la disparition du relief. Donc vous voyez que si on prend en compte tout ce qu'on a dit, on peut donner une explication complète aux caractéristiques d'une chaîne ancienne. On a bien donc une chaîne large, ça s'explique par son effondrement tardif, là, sous l'effet des forces de volume et forces de compression, donc elle s'étale. Comme on a le rebond isostatique, ce rebond isostatique explique qu'on ait fait disparaître par réajustement isostatique la racine crustale, et qu'on ait mis à nu des roches plutoniques. Donc voilà les mécanismes. Donc si on résume les facteurs, vous avez d'abord, ce chapitre 4, vous avez d'abord à connaître les caractéristiques d'une chaîne récente, d'une chaîne ancienne. Ensuite, expliquer les mécanismes qui conduisent à l'effacement des reliefs. Alors là, il faut penser à l'altération physique et chimique des roches. Il faut penser au déblaiement et au transport des produits de l'altération, ce qu'on appelle l'érosion. Vous avez à considérer le rebond isostatique qui intervient forcément pour réajuster par le réajustement isostatique. Et n'oubliez pas les phénomènes tectoniques qui vont permettre en 50 millions d'années de faire disparaître le relief par un étalement. Et n'oubliez pas, il y a un dernier point, mais qu'on verra dans une autre vidéo, qu'on appelle le recyclage de la croûte continentale. Voilà donc les éléments importants du chapitre 4.